Bonjour, bienvenue sur Histoire Crépue. Aujourd'hui, on va parler de One Piece avec plusieurs personnes qui sont tout autour de moi et que je suis très content d'avoir. Donc, Youssef, bonjour. Bonjour, merci, c'est cool. Bonjour, Yasmine. Bonjour Someboy. Et on a aussi Auria Bonjour. et Ryan. Bonjour. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de One Piece, qui est un manga que vous connaissez peut-être et qui est un manga dont on va essayer de sortir quelques éléments qui nous ont touchés personnellement et qui sont des éléments plus liés à la politique. On a un public dans la salle aujourd'hui qui est assez nombreux. Merci d'être là. On est à Vert-Dragon, donc à Bagnolet. Par levée de main, est-ce qu'il y en a qui connaissent One Piece ? Ok, donc quand même, on va devoir réexpliquer rapidement ce que c'est. Est-ce que tu veux commencer à présenter, Youssef ? Ici, on est dans un lieu qui s'appelle Vert-Dragon. C'est une maison d'écologie populaire. Donc, on aurait pu l'appeler, je sais pas moi, la commune. On aurait pu l'appeler, je sais pas, avec d'autres références en lien avec l'histoire de la gauche et de la gauche révolutionnaire, etc., dans laquelle on s'inscrit. Mais pourquoi Vert-Dragon ? Vert-Dragon, ça vient de Game of Thrones déjà à la base. C'est un métal qui permet de tuer des zombies, des marcheurs blancs. On les appelle les marcheurs blancs. Alors, on se calme. On va pas tuer les blancs. Mais il s'appelle comme ça dans le truc. C'est pas nous. C'est la seule chose dans Game of Thrones qui peut sauver l'humanité en fait. Ici, c'est une maison d'écologie populaire et dans l'analyse qu'on peut faire de Game of Thrones, on peut aussi voir ces zombies comme ceux qui représentent en fait le changement climatique. Surtout qu'ils viennent du Nord et qu'ils amènent avec eux le froid et la glace et que du coup ils détruisent toute forme de vie. C'était un peu le symbole du réchauffement climatique. Et donc c'était important de partir du coup d'une référence de la pop culture parce qu'en fait quand nous-mêmes on est fans de Game of Thrones, tous les gens autour de nous par exemple ils sont fans de Game of Thrones et donc on va pas aller se prendre la tête à inventer des choses pas accessibles pour un certain public, etc. Alors qu'en fait on va pas se mentir, on est tous des super fans et qu'on attendait tous l'épisode la veille. Parfois on faisait des nuits blanches pour pouvoir télécharger l'épisode et pouvoir en débattre après des heures et des heures sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ou dans notre lieu de travail. Et c'est un peu la même chose avec One Piece en fait. One Piece, c'est un phénomène extraordinaire. C'est le produit culturel le plus vendu. Donc c'est pas possible que nous, militants, qui voulons changer la société, on peut pas faire sans, entre guillemets, les gens et sans leurs références, etc. C'est aussi nos références, mais c'est aussi essayer de comprendre, et c'est un peu, je pense, ce sera l'objet d'aujourd'hui, de comprendre pourquoi ça marche si bien et qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ce manga qui fait que ça a un tel succès. Parce que ça renvoie à des choses forcément que nous vivons aujourd'hui et des choses politiques. Et dans One Piece, tout simplement, c'est l'histoire d'un enfant qui veut devenir pirate et qui veut devenir surtout le roi des pirates. Le manga commence par l'arrestation de ce roi qui s'appelle Goldie Roger et qui est du coup inspiré d'un pirate qui a réellement existé. Et ça commence par son exécution. Et avant de mourir, il dit « Mon trésor existe, c'est le One Pice ». Trouvez-le. Et il lance un phénomène mondial, un mouvement mondial de la piraterie. Tu as des gens qui vont débarquer de partout et qui lancent l'ère de la piraterie, en fait, qui vont chercher ce fameux trésor, le One Piece, et Luffy aussi. Super, merci. Bien résumé ou pas ? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Ouais. Ça donne envie en tout cas. C'est bien résumé. Youssef a très bien résumé le manga, mais en plus de ça, il y a plein de personnages dans One Piece. Il y a vraiment une galerie incroyable de personnages. Ryan, quel est ton personnage préféré ? Moi, c'est Usopp. Parce que j'aime bien les gens dans les mangas, généralement, qui n'ont pas de pouvoir. Et lui, en fait, je trouve que c'est le plus faible de l'équipage. Et, je sais pas, je me sens proche de lui, en tout cas. Comme dans Naruto. Enfin, dans Naruto, l'équivalent, ce serait Rock Lee, quoi. Et c'est un personnage, en gros, qui se construit pas par sa force physique, mais par des subterfuges, par du travail. Il a une espèce d'arme, en fait, c'est un espèce de sniper, quoi, à la base. Il a des yeux de ouf et il peut viser les choses très très loin. Non, mais déjà, ce qui est hyper intéressant, ce personnage, c'est Usopp. Genre en japonais, ça veut dire mensonge, quoi. Tout le background de ce personnage est construit sur le mensonge parce qu'en fait, il raconte des bobards à tout le monde, quoi. C'est un peu le syndrome de l'imposteur ultime, quoi, en fait. Ah ouais, c'est clair, ouais. Lui, son rêve, il est très simple comparé à d'autres dans l'équipage. C'est simplement d'être un homme courageux, comme son daron, qui faisait partie de l'équipage de Shanks. Enfin, c'est cool que son rêve aussi soit pas un truc de ouf. Il veut juste être un homme courageux. Et toi, Yasmine, justement, ton personnage préféré de One Piece, c'est qui ? C'est Trafalgar Law. J'aime bien ce personnage parce qu'on le voit depuis un certain bout de temps et on voit son évolution. Et il a aussi un fruit du démon qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de l'histoire. Alors attends, déjà, Trafalgar Law, c'est qui et c'est quoi un fruit du démon pour celles et ceux qui connaissent pas ? Trafalgar Law, c'est un personnage qui fait partie de cette nouvelle génération comme Luffy, qui va justement faire peur au gouvernement mondial parce que il a cette volonté aussi d'atteindre ses rêves contre le gouvernement mondial. Et les fruits du démon, très rapidement, en fait, ce sont donc ces pouvoirs dont on parlait tout à l'heure, qui apparaissent sous la forme donc de fruits, qui, une fois ingérés par un des personnages, se voient avoir un certain pouvoir. Pour le cas de Luffy, par exemple, son fruit du démon, lui, c'est le fruit du caoutchouc. Il y a plusieurs classes en fait de fruits. Il y a des fruits qui permettent à son utilisateur de se transformer en
certains animaux, il y en a certains qui peuvent maîtriser certains éléments. Finalement, Luffy, quand on pense qu'il a le fruit du caoutchouc, on a l'impression que c'est pas un truc de ouf de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, par la maîtrise de ce fruit, il va être extrêmement fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré que ce soit des pirates, un utilisateur du fruit du démon ne peut plus nager. Pour des pirates, c'est quand même assez particulier. Trafalgar Law, lui, il a le fruit du démon Ope-Ope-Nomi, qui est le fruit du chirurgien. Je vous invite à aller voir en quoi ça consiste, mais c'est très fort. C'est très très fort. On va demander à Auria, du coup, toi, ton personnage préféré de One Piece, c'est qui? Moi, j'aime beaucoup Ace. Il a un destin tragique qui m'a rendu très triste, mais mon personnage vraiment préféré, c'est Nico Robin, une archéologue, une femme super forte dont tout le peuple a été décimé. Elle vient de l'île d'Ohara et le gouvernement mondial a décidé de tuer tous les gens d'Ohara puisque c'est des archéologues qui détiennent le savoir. En gros, dans l'histoire de One Piece, il y a 400 siècles d'histoire qui ont été complètement effacés. Nico Robin, elle vient d'un peuple qui connaît cette histoire-là et qui l'étudie. Et le gouvernement mondial trouve ce pouvoir trop dangereux. Ce pouvoir qui est en fait juste la connaissance. Et en fait, Nico Robin, du coup, elle essaye à la fois de se faire justice, de faire justice à un peuple qui n'existe plus, et en même temps continuer à écrire cette histoire de l'humanité, à retrouver tout ça. Au début, on la rencontre, elle est avec des méchants, en gros, et en fait, on comprend que son personnage est beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, elle n'avait pas d'alliés, elle n'a jamais réussi à trouver des alliés à sa hauteur, qui accepteraient de ne pas la considérer comme un démon, chose qu'on lui a fait croire pendant toute sa vie, qu'elle-même était un démon, quoi. Je trouve que c'est un des plus gros exemples de la résilience dans One Piece. Super, ça tombe bien parce que c'est aussi mon personnage préféré. Du coup, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il y a Fatima qui est là, mais qui va arriver. Attends encore un petit instant. Et d'abord, Youssef, ton personnage préféré de One Piece? Moi, j'ai commencé à lire One Piece, j'étais en 3e, tu vois, donc aujourd'hui, je suis père de famille, et mes enfants lisent aussi One Piece. Et en fait, c'est un manga où on l'apprécie parce qu'en fait, on grandit avec, on évolue avec ce personnage. Et moi, personnellement, les mangas m'ont beaucoup influencé dans mon engagement politique. C'est vraiment incroyable de voir ce que ça transmet, ce que ça crée. Les mangas de manière générale, ce qu'on appelle les shonen, en fait, c'est des mangas pour adolescents. Et notamment, donc, un de mes personnages préférés, c'est Dragon, le révolutionnaire, le chef d'une armée révolutionnaire qui veut renverser le gouvernement mondial pour instaurer un régime équitable, juste, égalitaire pour tous et toutes. Donc évidemment, ça me parle. Donc il est assez mystérieux, il est énigmatique. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais juste le peu d'apparitions qu'il fait. Donc depuis que je suis en 3e, je l'ai pas vu beaucoup. Mais c'est magnifique, c'est incroyable. Et ce qui est important dans les mangas, et notamment dans One Piece, c'est qu'en fait, c'est la force collective. C'est qu'en fait, personne ne peut s'en sortir seul. Il n'y a rien de tel qu'un pirate, parce qu'un pirate, il peut pas être seul. Il est obligé d'avoir un équipage. Et dans un équipage, tout le monde doit servir à une utilité, à une fonction. Et ça, en fait, c'est un peu ce qu'on fait dans la politique aussi. C'est toujours trouver des coéquipiers, un équipage pour pouvoir partir défier un ordre social injuste. Et ça, One Piece, je trouve que ça le montre bien. Dragon encore plus, puisque c'est le chef de l'armée révolutionnaire. Un super programme. Et on va accueillir Fatima Wassak. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton personnage préféré dans One Piece? Mon personnage préféré, c'est Ace, de loin. Pour l'esthétique du personnage que je trouve très belle. Voilà, il y a le chapeau, mais voilà, il y a une aura, je trouve, particulière chez ce personnage et aussi un destin évidemment tragique. Il me touche beaucoup en fait ce personnage. Alors, je ne m'identifie pas à lui. J'ai tendance à m'identifier à d'autres personnages. Big Mom, par exemple, l'a bien nommé. Voilà, en tant que maman, en tant que membre d'une organisation qui s'appelle le Front de Mer, Big Mom, c'est sujet à beaucoup plus d'identification, on va dire. Mais Ace, c'est vraiment un personnage qui me touche parce que c'est un peu la peur que j'ai depuis petit pour les garçons de mon entourage. Il y a vraiment cette peur de ce qui pourrait leur arriver, notamment dehors. Il y a de cette menace qui pèse sur nos familles, sur nos petits frères, maintenant sur mon fils, enfin sur mes enfants. C'est vraiment un personnage qui est assez bouleversant en fait, voilà, sans en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, justement, ce qui nous intéresse, c'est de parler un peu de Ace et de deux autres personnages, donc Luffy, qui est le personnage principal, qui a le fruit du démon, qui est le fruit du caoutchouc, et un autre personnage qui s'appelle Sabo. Et en fait, c'est trois personnages qui se rencontrent très jeunes et qui vont faire un serment d'être liés pour la vie en tant que frères. Et eux, ils vivent tous les trois dans une décharge qui est en périphérie du royaume de Goa. Donc un royaume dans lequel il y a une grande citadelle qui est hyper belle, hyper resplendissante, dans laquelle il y a des nobles. Autour de cette citadelle, il y a des quartiers un peu moins riches. Et encore après, il y a un grand mur qui fait frontière. Et il y a la décharge dans laquelle Ace, Sabo et Luffy
sont en train de vivre. Et justement, avec cette image-là du royaume de Goa, l'auteur de One Piece nous parle vraiment de ségrégation. Et d'ailleurs, c'est écrit dans une des pages, ce pays qui s'est soigneusement débarrassé de tout ce qui était encombrant est l'exemple même de la ségrégation. C'est dans le tome 59 ou dans le tome 60. Donc, il faut avoir la motive. Mais je vais poser la question à Fatima. À quoi ça te fait penser quand tu vois justement ce royaume et cette ségrégation qui est décrite dans One Piece? Moi, ça me fait penser à des choses que je vois et que je vis ici en France, en Europe. Je pense que c'est assez universel quand même. Ça doit faire penser à d'autres choses au Brésil, en Afrique, aux États-Unis, au Japon. Mais alors, vu d'ici, en France et en Europe, pour moi, c'est quartier populaire, quartier pavillonnaire, c'est-à-dire la décharge dont tu parles, qui est une terre en fait qu'on va maltraiter, qu'on va mettre au travail pour supporter en fait les déchets de la terre à côté, qui elle est respectée, qu'il faut protéger, parce que justement, la population qui vit sur cette terre-là, protégée, a besoin d'avoir un espace beau, calme, etc. Et donc oui, pour moi, c'est vraiment la ségrégation qui existe entre quartier populaire et quartier pavillonnaire et le lien entre les deux. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement deux terres, deux territoires qui sont ségrégés. Un territoire travaille pour l'autre. Donc la décharge, donc le quartier populaire, travaille pour le quartier pavillonnaire, travaille dans tous les sens du terme. C'est-à-dire on travaille, on rend les services, on livre, on fait la caisse, on vient nettoyer aussi, faire le ménage, mais aussi travaille au sens où oui, ça peut être une décharge. Voilà à quoi ça me fait penser. J'allais demander peut-être à toi, Yasmine, c'est un chapitre que tu as lu il y a longtemps et qui t'a marqué, ou c'est un chapitre que tu as découvert récemment? Enfin, quel effet il a eu ce chapitre sur toi? Alors oui, c'est un chapitre que j'ai lu il y a longtemps, mais que j'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est un chapitre vraiment hyper important qui parle justement de comment ces trois personnages se sont retrouvés, qui donne beaucoup d'informations sur la suite en fait par rapport à Sabo, qui est donc d'une autre classe sociale que les deux autres. Il y a cette question du transfuge de classe par en bas. En fait, un élément très important à comprendre, c'est que Luffy, franchement, c'est un des protagonistes, en tout cas à titre personnel, les mieux écrits. Je trouve que la naïveté de ce personnage est très bien dosée tout au long de l'œuvre. Et justement, ce chapitre-là, donc l'arc du Mont Corvo, on voit que cette naïveté-là, en fait, est présente chez Luffy depuis très très longtemps. J'ai adoré ce chapitre. Pour expliquer, donc, comme on a dit, donc il y a Luffy, il y a Ace, qui est le personnage préféré de Fatima, et il y a donc le personnage de Sabo. C'est un personnage qui donc vit avec Ace et Luffy dans la décharge. Et à un moment, on se rend compte qu'en fait, lui ne vient pas de la décharge. Au contraire, il vient des quartiers riches. Mais il a fait le choix d'aller vivre dans la décharge. Et donc, il y a un moment comme ça où il est obligé de mettre carte sur table et d'expliquer d'où il vient en fait. À quoi ça te fait penser toi, Fatima? Et peut-être après Ryan peut-être rebondir aussi sur ce... C'est un peu le débat, je trouve, très actuel qu'on peut avoir entre d'un côté l'idée que en fait, si on s'engage en politique, notamment pour défendre des idées de justice, de liberté, de libération, c'est pour aider les autres. C'est pour être solidaire avec d'autres. Et une autre idée qui est plutôt que si on se bat, si on s'engage en politique, si on milite, c'est pas pour aider les autres, c'est pour soi-même en fait. Parce qu'on ne peut pas survivre dans ce monde-là, y compris si on y a un certain nombre de privilèges. Et je trouve que justement, là où Sabo n'est pas un transfuge de classe, c'est qu'en fait Sabo il est très mal, lui, quand il est avec ses parents. Il subit des oppressions, une domination aussi qui est importante tout au long du manga entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une oppression de classe ou une oppression raciale. Il y a aussi cette oppression des adultes de manière générale, y compris les propres parents vis-à-vis des enfants. Et on voit bien en fait dans cette séquence à quel point Sabo vit mal. En fait, il n'est pas privilégié en réalité. Il est battu, il est maltraité, et surtout, il ne survit pas à l'idée de ne pas être libre. C'est quelque chose qui le rend malade en fait. Et c'est là où je trouve que c'est différent en fait du transfuge de classe. Et c'est là où on comprend que Sabo, il n'aide pas Ace et Luffy. Il n'aide pas les pauvres qui vivent côté décharge. Il s'aide lui-même en fait. Et il le dit d'ailleurs à un moment donné, il faut qu'il quitte, il faut qu'il prenne le large parce que sinon il n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que je trouve cette séquence aussi assez magistrale dans l'œuvre. C'est qu'elle remet au centre la question de l'égale dignité humaine. Encore une fois, de là où je suis, en France, en Europe, moi j'y vois les porteurs de valises en fait. C'est-à-dire des gens qui se sont engagés contre la colonisation européenne, contre l'impérialisme, pas pour aider en fait les peuples opprimés. Alors si évidemment il y a de la solidarité, mais c'était parce qu'ils n'auraient pas survécu en fait à cette oppression et qu'ils ne sont pas libres tant que les autres ne le sont pas. Tu parlais de cette Youssef, de la piraterie et de ce que ça peut dire, symboliser politiquement. Moi je trouve que ça dit bien donc cette idée d'égale dignité humaine et cette idée aussi que on n'est pas libre si les autres ne le sont pas. Et Sabo, il incarne vraiment ce personnage-là qu'on appellerait aujourd'hui dans nos milieux militants les alliés par exemple, tu vois. Mais justement, il défonce un peu cette idée d'alliés en disant non, ce ne sont pas des alliés. Et ils font ça pour eux-mêmes et pour elles-mêmes, quoi.
quoi. Il essaye d'échapper à sa condition, en fait, à sa classe sociale de noble, mais en fait, il se fait rattraper au final par ça. Ses parents viennent le chercher dans la décharge et il n'a pas trop d'autre choix que de retourner dans son palais malgré le fait qu'il ne survit pas à cette situation. Tu veux rebondir C'est dur de passer après Fatima, mais en fait, moi, j'ai lu ce chapitre, enfin cet arc-là, quand je venais de rentrer aux Beaux-Arts. Donc, moi, j'ai grandi toute ma vie entre Asnières et Gennevilliers, enfin, du coup, dans des quartiers populaires. Et en fait, je venais de rentrer aux Beaux-Arts. En fait, moi, j'étais hyper naïf sur ça. Je suis en mode, allez, là, je vais aller chez les bourgeois, on va se mélanger, ça va être trop bien et tout. Et je me suis mangé la plus grande claque sociale de ma vie. Et en fait, je me suis fait rejeter par tout le monde. Et en fait, à côté, je lisais chaque semaine cette histoire-là. Et ça me mettait tellement mal. Et du coup, vraiment, ça a été une espèce d'introspection, un peu une psychanalyse de mon état à ce moment-là, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'arrivais un peu avec ma culture des quartiers populaires, en mode, venez, on fait des choses ensemble. Enfin, il faut savoir que les Beaux-Arts de Paris, c'est dans le 6e, et enfin, en plein cœur de la bourgeoisie parisienne, quoi. Et en fait, j'étais soit un objet exotique pour eux, soit un truc, c'est bien d'avoir l'ami arabe avec soi, quoi. Parce que de toute façon, on l'a jamais connu, donc vas-y, on va s'amuser un petit peu, quoi. Et du coup, à ce moment-là, tu lisais ce chapitre-là et tu étais en mode, ça résonne, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Non, parce qu'en plus, il y avait ce truc-là où en fait, je rentrais, je prenais la ligne 1 et après la ligne 13. Et en fait, je faisais un peu ce voyage-là. J'avais l'impression de faire ce voyage-là que Sabo faisait, quoi, mais dans le sens inverse, quoi. Donc, dans le sens inverse. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais du coup, pour toi, à ce moment-là, le manga, moi je pense que c'est beaucoup ça. Et c'est pareil avec les jeux vidéo aussi. Moi, à titre personnel, c'est un moyen de s'échapper. Tu vois, c'est pour ça que je pense que ça cartonne autant dans les quartiers populaires, etc. En tout cas, moi, quand j'étais petit, quand j'étais sur Zelda, sur la plaine d'Hyrule, c'était le meilleur endroit du monde. Moi, j'ai vécu en Bretagne quand j'étais petit. Je suis arrivé d'Algérie en Bretagne, dans une ville de 9000 habitants, ultra raciste. Ce qu'il y avait de plus raciste au monde. Et c'était très dur parce que c'était les années 90. Il y avait des attentats, des terroristes algériens, le GIA, etc. En France, Saint-Michel, etc. Moi, j'étais algérien et j'étais identifié comme étant un terroriste, quoi, en fait. Mais j'étais en primaire. J'étais en primaire et c'était très difficile de la part des instits, de la part des enfants, les enfants. Très cruel sur la façon dont tu étais insulté d'arabe, de sale arabe, etc., de terroriste, etc., etc. Et en fait, du coup, les jeux vidéo, c'était un moyen, et les mangas, de m'échapper, vraiment. Et d'aller dans un monde où j'étais, en fait, où je savais que le gentil gagnait tout le temps, où il était fort et il se faisait des amis. Et ça, c'est super important, ça, en fait. Et pour Sabo, c'est ça aussi qui est important. C'est que, et pour Sabo, et c'est pour Luffy, parce que les trois sont dans une même situation de détresse, chacun pour des raisons différentes, mais là, on est sur Sabo. Et en fait, ils se font des amis et ensemble, ils vont devenir pirates. On va y aller, on va prendre la mer, on va avoir notre bateau, etc. Et c'est vraiment de s'échapper, ce que tu dis. C'est s'échapper. Et le manga, peut-être que toi, à ce moment-là, quand toi, t'étais au Beaux-Arts, mais One Piece, c'était pour toi une manière de t'échapper. En tout cas, moi, c'était ça pour moi. Je m'échappais et j'étais dans un univers trop bien. Soit dans le jeu vidéo où j'étais maître et c'est moi qui contrôlais le personnage et il avançait, parce que je jouais un type de jeu vidéo qui s'appelle les RPG, où tu as un personnage, tu dois le faire évoluer. Et donc, du coup, c'est toi qui le fais évoluer. Ou alors, les mangas, notamment les shonen, type One Piece, Naruto, etc., ou même Dragon Ball Z, où le personnage commence petit et il grandit et il devient de plus en plus fort. Tu vois, où tu avances. Et c'est ça pour moi, je me disais, mais je vais y arriver, je vais m'en sortir, etc. Et c'est pour ça que je suis devenu militant, sûrement, c'est cette expérience-là. Et du coup, ça a été un refuge, quoi. Mais Sabo, on le sait, Eiichiro Oda s'inspire beaucoup de choses vraies, de voyages. Il a beaucoup voyagé et de personnages historiques. Et moi, je pense que pour Sabo, on en a déjà parlé, mais c'est Engels, en fait. C'est vraiment ça, c'est la même manière de s'habiller, c'est le même siècle, parce que les personnages s'habillent en référence à des vêtements qui sont portés à différentes époques. Donc, on peut pas vraiment savoir. Donc là, typiquement, c'est le 19e. Et c'est vraiment le bourgeois, le riche, qui décide de trahir sa classe, de la classe dominante à laquelle il appartient, pour s'engager auprès de la classe ouvrière, pour le cas de Engels, en Angleterre. Et là, évidemment, Sabo qui décide de trahir, entre guillemets, la noblesse, que c'est surtout la noblesse. Là, c'est la noblesse. En fait. C'est la noblesse, ouais. Là, c'est vraiment un truc très hiérarchisé, etc. C'est violent, quoi. Pour, effectivement, je pense aussi, se sauver soi-même et du coup, sauver ceux qui sont devenus ses frères. Oui, quand même dire que sur cette hypothèse, cette théorie selon laquelle Sabo ce serait Engels, bon, c'est très relatif, mais justement très relatif à l'endroit où on se situe, où on est, mais c'est dire le génie de Eiichiro Oda, en fait, on l'a. Mais c'est vraiment une œuvre universelle, c'est-à-dire où que l'on soit sur cette planète, on va s'y retrouver, on va pouvoir projeter en fait son désir de libération, de liberté, de justice, etc. Et c'est vraiment pour ça que c'est une œuvre aussi géniale, je pense, parce que là où tu vois Engels, par exemple, moi je vais projeter mes lectures de Frantz Fanon, par exemple, où on retrouve exactement les murs infranchissables, cette volonté de respirer, de s'échapper. C'est toute la question des damnés de la Terre. Et en fait, en réalité, ça se trouve, Eiichiro Oda, il n'a jamais lu Frantz Fanon. Il ne sait pas qui c'est Frantz Fanon, en fait, parce que lui, ça se trouve, il envisage, il s'appuie sur complètement autre chose, quoi. Sur l'histoire japonaise notamment. Mais encore une fois, c'est plus pour dire le génie d'Eiichiro Oda. Dans cette question de trahison, il y a d'autres personnages qui trahissent aussi leur groupe social, entre guillemets, ce que je vais appeler là les supplétifs, mais en gros, il y a un
pirate qui s'appelle Blue Jam, qui va être chargé par les nobles de mettre le feu à la décharge. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres personnages encore plus importants que les personnages de ce pays qui viennent visiter différents royaumes, voilà. Et donc, ils vont visiter le royaume de Goa. Et pour faire bonne impression, les nobles ont décidé de brûler toute la décharge et tous les habitants qui sont dans cette décharge, histoire de faire bonne figure et que les autres encore supérieurs à eux trouvent le pays agréable. Et donc, ils ont chargé des pirates de faire ça. L'équipage de Blue Jam espère être anobli s'ils participent à ce crime. Et justement, j'aimerais parler de ce truc-là, de ces personnages qui sont aussi des collaborateurs, parce qu'en fait, ils croient tellement pas qu'ils vont pouvoir échapper à leur classe sociale que pour eux, la seule manière, c'est d'en arriver à collaborer avec le plus criminel des actes. Fatima, tu pourrais... Alors, je te trouve très indulgent vis-à-vis des traîtres. Non, parce que tu dis, en fait, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils n'ont pas forcément de perspective réjouissante, en fait, de perspective d'avenir, où ils s'en sortent, etc. C'est là où je te trouve assez indulgent. Moi, je pense plutôt que c'est un système d'oppression qui va aller chercher chez les opprimés ceux qui sont prêts à trahir leurs frères, leurs sœurs, leur communauté, pour profiter en fait mieux, alors éventuellement oui, peut-être pour se libérer, mais peut-être aussi pour l'argent, peut-être aussi pour le pouvoir, pour les honneurs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de ce type d'individus parmi les opprimés en fait. Tu vois, c'est plutôt en fait comment on va aller chercher chez les opprimés ces personnalités-là en fait. Et donc pour moi, Blue Jam, qui commet quand même des atrocités, je veux dire, c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas accès à la liberté, qui peut pas s'en sortir. C'est aussi quelqu'un qui effectivement est capable de détruire des enfants quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un type de personnage. Et c'est ce type de personnage-là, effectivement, qui va être recherché côté, justement, beau quartier pavillonnaire, pour diviser la communauté et pour, en fait, forcer les uns à détruire les autres. La petite morale, quand même, sur cette séquence-là, c'est que lorsqu'on trahit les siens, sa communauté, la communauté au sens large, on n'est apprécié ni par ceux qu'on a trahis, ça c'est évident, mais on n'est pas apprécié non plus par ceux pour qui on a trahi. C'est-à-dire que ceux pour qui on a trahi sur cette séquence, en fait, se retournent, ne tiennent pas leurs promesses et finissent en fait par décider que les traîtres en question vont périr autant que ceux qu'ils ont trahis. On parlait de projection et à quoi ça nous fait penser cette séquence. Par exemple, moi je trouve que ça dit beaucoup du rôle qu'on fait jouer à l'Afrique du Nord dans la gestion de ce qu'on appelle les flux migratoires. On va déléguer en fait à des États le verrouillage, la régulation de l'accès des personnes migrantes selon l'utilité des personnes en question. Les personnes utiles pour ici l'Europe, l'entreprise, le système capitaliste, on les laisse passer sous condition. Les personnes inutiles, on demande donc à des États qu'on va considérer comme étant des États supplétifs de barrer la route. Là où la route était barrée dès les frontières européennes, là les frontières reculent en fait en Afrique du Nord. Peut-être qu'il faudrait se rappeler ça en fait. Lorsqu'on trahit sa cause, lorsqu'on trahit l'Afrique, en fait, on n'est considéré ni par ceux qu'on a trahis, ni par ceux pour qui on a trahi. Et voilà, et se poser la question de savoir dans quelle mesure, en fait, y compris ceux qui trahissent, vont finir par périr, en fait, autant que ceux qui ont été entravés, empêchés, en fait, de circuler. Donc Blue Jam, je trouve alors il est pas mort dans le passage, on verra ce qu'il devient. Il jure, en fait, qu'il va se venger, donc il va peut-être se passer quelque chose par la suite entre lui et ceux qui l'ont utilisé en réalité, qui le jettent à la poubelle. Ouais, peut-être alors là aussi, peut-être comme référence un peu historique, il y a peut-être les personnes qui ont collaboré, comme tu le dis, de manière très neutre, avec les États colonisateurs, les États impérialistes, et en fait, qui ne sont pas reconnus comme ils le devraient. On pense notamment à ces personnes algériennes qui ont été pour partie complètement rejetées au lendemain de la guerre d'Algérie. Mais c'est le cas aussi des personnes en Afghanistan qui ont traduit, et notamment pour l'État français qui servait de traducteur, donc qui collaboraient avec l'État français et qui n'ont même pas pu rejoindre ici l'Europe, la France, comme on leur avait promis. Et ça s'est passé sous François Hollande, c'était il y a vraiment quelques années. Je trouve que ça dit beaucoup du sort de ce qu'on peut appeler les traîtres en fait, donc, ou les collaborateurs. Toi, Auréa, est-ce que ça te donne envie de réagir Oui, c'est toujours tragique le destin des traîtres. D'un côté, pour beaucoup, ils l'ont bien mérité. Et Blue Jam, il l'a clairement bien mérité. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur la naïveté de Luffy, qui est vachement bien nuancée
en fait au fur et à mesure. Tout One Piece, c'est vraiment que de la nuance, et Blue Jam aussi, c'est énormément de nuances. C'est clairement un grand méchant qui exploite tout le monde et qui tue tout le monde et qui exploite des enfants. Bon, c'est un mini spoil, mais vraiment c'est pas très grave puisque ça arrive au tout début de ce passage. En gros, Ace et Sabo, quand ils se sont fait la promesse de devenir pirates, ils se sont fait aussi la promesse de récolter assez d'argent pour pouvoir embarquer le moment venu à 17 ans et y prendre la mer. Ils ont gagné une sacrée grosse somme quand ils ont volé notamment Blue Jam et qu'ils ont caché une partie de ce trésor auquel ils travaillent depuis 10 ans pour pouvoir embarquer le jour venu. Et je trouve que One Piece c'est trop fort parce que ça met en place et ça installe vraiment dans le long terme des régimes d'opposition. Blue Jam, il est dans l'impulsivité, l'amas de richesse, il est dans la vengeance, il est dans un truc où on tue tout le monde pour obtenir justice et pour obtenir une salvation qui en fait n'arrivera jamais puisqu'il sera jamais considéré comme autre chose qu'un traître et qu'une personne disposable en fait. Quand les bourgeois ils lui disent on va faire de toi un bourgeois en échange de ta trahison envers le peuple auquel tu te sens pas appartenir mais auquel nous on te fait appartenir de fait de loin, celui des pauvres et celui qui vivent dans une décharge. Quand Blue Jam il fait tout ça, il est que dans l'impulsivité, il réfléchit jamais à long terme et même le long terme qu'il imagine, celui de devenir bourgeois, il est jamais vraiment réfléchi. Enfin, bref, tout ça, Eiichiro Oda il le met en opposition au fait que Ace, Sabo et puis ensuite Luffy, ils amassent un trésor pendant des années, ils réfléchissent sur le temps vraiment très long, ils se disent il y a des solutions pour nous sortir de cette situation mais ça demande d'établir des stratégies vraiment collectives, penser sur le long terme, penser à partir de l'expérience et en fait je trouve que c'est ça qui est assez fort, c'est que tous les modèles que ça peut permettre de mettre en place. Tout à l'heure Youssef tu disais que les mangas ça avait été un échappatoire à des conditions et à plein de choses, à plein de réalités hyper contraintes. Je pense qu'en plus aussi d'être un échappatoire, c'est que ça peut nous permettre de penser des modèles et de penser des stratégies qui, comme elles sont tirées de l'histoire, puisque c'est quelque chose qui nourrit beaucoup Eiichiro Oda, elles peuvent s'appliquer aussi dans l'histoire que là on est en train de vivre pour la faire changer, pour à la fois la commenter et en même temps nous apporter des modèles comme ça de vie collective, de penser sur le temps long. Enfin, ça sert à rien d'essayer de trahir qui que ce soit puisque ça va mal finir. Mais il y a des choses comme ça à mettre en place de manière collective et je trouve que ce qui se passe dans ce serment de Ace, Sabo et Luffy, c'est exactement ça. C'est une promesse, c'est en même temps une vraie stratégie à définir et c'est pas que de l'espoir naïf comme ça, qui est certes très beau, très optimiste, mais qui a à construire et ils le savent tout le temps que ce sera des efforts en permanence. Donc en fait, ces 3 enfants, ils vont se faire un serment parce qu'en fait, donc ils sont pas vraiment frères de sang. Ils font un serment qui les lie comme des frères quoi en fait. Autour du saké. Autour du saké. One Piece, ça parle beaucoup d'amitié, mais ça parle aussi à ce moment-là de gens qui sont tellement précaires qu'ils ont leur trésor qu'ils amassent mais qu'ils cachent parce qu'ils peuvent pas en bénéficier tout de suite. Par contre, ils ont leur lien d'amitié. C'est ça qui est leur richesse à ce moment-là. Je vais vous faire réagir un peu rapidement tous avant d'ouvrir si vous avez des questions. Mais sur cette question de l'amitié qui est centrale dans One Piece, on commence par Youssef alors. En fait, l'amitié et même la fraternité ou la sororité, c'est pas le sang. C'est la lutte. C'est l'objectif, la quête. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à la quête du Graal, en fait. Et donc, en fait, comme j'étais là, on n'y arrive pas seul. Et on peut y arriver qu'en créant des liens de fraternité ou de sororité. Et ça, c'est très important. Le plus important, limite, que ta famille, ton sang, c'est l'objectif qui nous définit. L'objectif autour duquel on s'est réunis et qui va nous unir. Et au fur et à mesure de l'aventure et au fur et à mesure de ce manga, la quête, elle devient secondaire. Et ce qui devient important, c'est qu'on reste ensemble. Tout d'un coup, même nous, les lecteurs, on s'en fout du One Piece au bout d'un moment. Et on veut juste savoir comment ils vont faire pour rester ensemble. Comment ils vont faire pour qu'ils ne se lâchent pas. Comment ils vont faire pour que ils puissent aller toujours, pour qu'ils puissent toujours rester ensemble et que jamais ils ne se séparent. Et c'est ce qui est important à chaque fois en fait dans quasiment tous les mangas qu'on peut lire. Et ça c'est voulu, c'est fait exprès évidemment de la part de Oda. Et ça, encore une fois, moi je le vois avec nous le comité Adama. On a très vite fait des références à la piraterie, on a très vite fait des références à ça, à cette fraternité, etc. Et même dans les quartiers populaires, t'as pas vu comment c'est super important un pote, je veux dire un copain. Et c'est pour ça qu'aussi je pense que ça marche aussi bien dans les quartiers populaires les mangas, parce que la fraternité de bande, donc je parle surtout, moi je parle des garçons. Donc c'est ce que je connaissais, des phénomènes de bande de garçons comme ça où il y a une telle solidarité et malheureusement parfois qui amène à des drames. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut remettre des valeurs, il faut remettre du coup peut-être un objectif, etc. Mais en tout cas, cette solidarité elle est super importante. Ton territoire qui va avec, tu le défends jusqu'à parfois malheureusement en mourir. Et ça, je pense que ça renvoie à tout ça. Et quand malheureusement il y a un mort dans les quartiers populaires tué par la police, on le voit, c'est les copains de la personne qui a été tuée par la police ou la gendarmerie qui vont s'organiser, qui vont créer tout de suite le collectif, etc. Pour le cas d'Adama, c'est très intéressant. C'est que Asa, elle était même pas là. Elle n'était pas en France. Elle était en train de travailler en Croatie. Et c'est tout de suite l'organisation, les liens de fraternité qui ont fait qu'ils se sont battus, ils se sont mis devant la gendarmerie comme s'ils allaient en mourir. Et alors que c'est pas leur frère de sang. Et c'est ça, moi, je pense qu'on retrouve, dans One Piece et qui est vraiment très important. Je vais passer la parole à Ryan. Moi, je suis artiste et il y a vraiment un truc où je suis d'origine algérienne. Et dès que moi, je suis arrivé aux Beaux-Arts, il y avait ce problème-là de... Moi, ce qui me nourrissait, c'était les mangas, en fait. J'avais cette base-là, quoi, qui m'a énormément aidé. Enfin, sur quelle représentation je voulais faire dans mes films. En fait, il y avait un truc comme ça, quoi. Il y a un truc, même
c'est en fait un film, ça se fait collectivement. Moi, jamais je dis que je suis autodidacte. Enfin, j'ai toujours été aidé par des gens qui m'ont tiré vers le haut. Et en fait, je vois les modèles de gens qui réussissent pas sur cette représentation-là, enfin les artistes racisés. En fait, c'est juste qu'en fait, ils veulent tout faire tout seuls, quoi. Et pour moi, c'est ça. Et, je pense qu'il faut toujours penser collectivement ces choses-là. Par rapport à cette question de l'amitié, c'est vrai que je sais pas comment expliquer à quel point c'est fabuleux de pouvoir suivre une œuvre comme ça, parce que moi aujourd'hui j'estime que One Piece c'est l'œuvre de ma vie, genre c'est celle que si Dieu le veut, je pourrais transmettre à mes enfants, comme j'ai pu entendre que Fatima a fait. Je ne suis pas la seule dans cette transmission aux enfants, parce que Youssef, si je peux me permettre de parler de toi, il peut passer quand même des heures et des heures à débattre avec sa fille à l'époque, elle avait 7-8 ans, de tel ou tel aspect du manga. Ça peut durer très très longtemps. Donc là, pour la transmission, j'avoue, il m'a vraiment largement battue. Il fait beaucoup plus que moi. Ouais, donc ça va de pair, j'imagine. Il faut imaginer que c'est donc juste cette volonté de ce garçon qui, au fur et à mesure de ses rencontres, va créer cet équipage qui ont vraiment un lien indéfectible, où on comprend des notions de ce que c'est la loyauté à un niveau qui, techniquement, ne nous arrivera jamais dans nos vies de devoir se battre contre des méga boss où on pourrait y laisser notre peau. On le voit à travers énormément de personnages. En fait, aussi, c'est une œuvre qui compte énormément de personnages, tous aussi incroyables, dont le chara design est fou, les noms sont fous, les backstories sont folles. Et ça fait qu'on peut voir énormément de différents aspects de ce que c'est cette amitié-là, de ce que c'est cette loyauté-là. Et l'histoire de ces trois frères, elle prend une ampleur qui est pour moi, genre c'est vraiment l'arc où j'ai le plus pleuré. À chaque fois qu'il y a référence à ces trois personnages, les larmes. Voilà, j'espère que ça vous a assez teasé pour passer... plus de peut-être on va dire quoi, une semaine full time pour rattraper le retard. C'est plus que de l'amitié, c'est vraiment de la fraternité, sororité, mais bon, disons fraternité, là il s'agit de trois garçons, parce qu'il y a les trois frères mais il y a aussi l'équipage. Il y a Luffy avec ses deux frères, mais il y a aussi Luffy avec son équipage, et c'est aussi fort en fait dans le premier cas comme dans le deuxième. Tu disais Youssef par rapport à la famille, tu dis ça peut même être plus fort que la famille, parfois même c'est contre la famille, parce que alors, la famille dans One Piece elle prend cher quand même. Je veux dire, entre les parents qui bouffent leurs enfants, les parents qui frappent leurs enfants, le frère qui tue le frère, le frère biologique, je veux dire. La famille, voilà, c'est pas du tout cet espace paradisiaque d'émancipation, etc. Et c'est ce qu'est la famille en réalité. La famille, c'est, pardon pour l'ambiance, hein, mais c'est quand même le lieu, en fait, des violences, des crimes que subissent les enfants en réalité. On croit que les enfants, ils sont humiliés, frappés, battus, agressés à l'extérieur, en dehors de l'entourage proche. Et en réalité, c'est dans l'entourage proche que les enfants subissent tout ça. Et ça, on le voit bien dans One Piece. Il y a même une île à un moment donné où on désenfantise les enfants. Et donc, cette fraternité-là, c'est aussi en fait ce qui vient compenser toutes les violences qu'infligent les adultes, les parents en particulier, à leurs enfants. Sur l'idée de cette fraternité en fait qui nous fait même oublier l'objet de la quête, moi je suis pas si sûre. Si on part de l'hypothèse que le One Piece c'est la libération qui va s'incarner par quelque chose, symbolisé par quelque chose, on l'a tout le temps en tête tout au long du manga en fait. Que c'est ça qui compte, c'est de se libérer collectivement. Et donc c'est même au-delà de la fraternité. Luffy le répète à plusieurs reprises en fait, que ce qui compte c'est la libération. Il faut avancer pour se libérer tous ensemble. Et ça je trouve que c'est quand même aussi central que cette idée de fraternité. Que rajouter après ça? Ouais, c'est vrai que la famille elle prend super cher dans One Piece. Elle prend cher je trouve beaucoup dans les mangas de manière générale, mais puisque par-dessus cette idée de la famille naturelle, qui aussi parfois peut bien se passer hein, quand même. C'est aussi la famille qu'on choisit quoi. Et c'est ça qui est toujours mis en avant dans One Piece en particulier, et qu'il est possible d'en choisir une et d'en trouver une à sa hauteur. Comme notre personnage préféré à tous les deux, c'est Nico Robin, on peut aussi parler d'elle, c'est l'exemple même d'une personne qui n'a plus du tout aucune famille pour le coup, qui pendant des années et des années, enfin jusqu'à ses 35 ans quoi, n'a aucune famille et se pense tellement seule au monde qu'elle a même plus envie de vivre, mais elle continue pour sauver un souvenir de sa famille, celle qu'elle aurait choisie, et bref, elle en trouve une enfin, et il y a un moment bouleversant où ça lui redonne le goût à la vie quoi, parce qu'elle a trouvé sa famille, qui est l'équipage. C'est super pour terminer cette discussion. Si vous avez peut-être quelques questions, il y a un micro qui peut circuler, il faudra juste parler bien dans le micro. Il y a 2 mains qui se sont levées direct. Plus une remarque, une question, mais c'était par rapport au côté de Sabo qui veut se libérer de lui-même avant de libérer les autres. Mais je trouve que la quête de Luffy, elle est aussi très, très axée sur ça. En fait, il veut pas être un héros, il veut pas spécialement libérer les autres. Il le dit avec une phrase qui est assez marrante, mais un héros, c'est quelqu'un qui va partager sa viande, alors que moi, je veux toute la viande pour moi-même. En fait, il va être le libérateur, mais ça va plus être sur le moment en fait où il va libérer les peuples qui sont autour de lui. Son objectif, c'est pas de libérer le monde,
monde, c'est d'être presque l'homme le plus libre du monde. Et c'est aussi sur cette notion de roi des pirates qui est assez ambiguë. Parce qu'il y a le roi d'un autre côté qui est censé dominer et le pirate qui est censé être libre. Il y a deux volontés opposées entre celui qui veut dominer le monde et celui qui veut être le roi des pirates pour être l'homme le plus libre du monde. Et c'est ça aussi qui fait toute la force de One Piece, je trouve. Là, on prenait l'exemple de Sabo, mais effectivement, c'est quelque chose qui est transversal sur toute l'œuvre, en fait. Cette idée qu'on n'aspire pas à la liberté par solidarité pour d'autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, où en fait, on va aller chercher de l'empathie, on va aller chercher de la solidarité, on va aller chercher de l'aide, et ensuite, on s'étonne que cette solidarité, cette empathie, cette aide ne soit pas là. Je trouve qu'en fait, il y a un biais de départ, c'est de croire qu'en fait, c'est possible. Mais ce n'est jamais possible. Je veux dire, on ne fait jamais pour les autres. On le fait pour soi-même. Et il y a vraiment cette idée d'égale dignité humaine qu'il faudrait remettre au cœur de nos échanges, de nos discussions, plutôt que de parler, encore une fois, d'alliance de lutte ou de convergence de lutte, où ça ne marche pas. Non, on sait que ça ne marche pas. On sait très bien que ça ne sert à rien d'attendre des autres de venir converger vers nous ou s'allier. Tu sais, tu as envie de leur dire, mais bougez-vous pour vous-même, en fait. Est-ce que ce monde-là, en fait, est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants, y compris quand vous y êtes privilégiés, y compris quand vous y avez faites comme Luffy, c'est ça qu'on devrait leur dire. Voilà, faites comme Luffy, comme Sabo, comme voilà, à quel monde vous aspirez, en fait. Et puis, voilà, c'est aussi cette phrase de Marx, voilà, vous n'êtes pas libre si les autres ne le sont pas, en fait. Parce que Luffy, oui, c'est vrai qu'il aspire à être libre, l'humain, on va dire, le plus libre du monde, mais il n'envisage cette liberté que si ses camarades le sont aussi. Il y a vraiment cette idée d'équipage qui est vraiment centrale aussi. Il y avait encore une question là. Ma question, elle n'est pas forcément très très précise, mais ça va plutôt parler de système politique plutôt que du trio que vous avez abordé, autour de la royauté, parce que dans nos contes et globalement dans beaucoup d'œuvres de fiction, on a toujours le gentil roi, le méchant roi. Il y a un méchant roi, on le destitue, on met un gentil roi. Sauf qu'un roi reste un roi, et comme le disait très bien la personne qui a posé la question avant, c'est le côté domination quand même. La reine d'Angleterre, elle a accès à tous les meilleurs médecins du monde, et même si on est dans un système avec une gentille reine, ça change pas qu'elle a accès à des trucs privilégiés. Donc comment on fait, comment ça pourrait se manifester dans One Piece, comment on dit que Luffy est libérateur des peuples opprimés si on reste quand même dans des systèmes avec de la royauté, avec une gentille princesse, par exemple, je pense à Alabasta parce que je suis pas allée très très loin dans le manga, mais voilà. Comment on pense au-delà de ça? Je précise que moi j'ai vécu qu'en France, donc je connais que la démocratie, mais est-ce que la démocratie est une fin en soi? Est-ce qu'on est mieux traité que dans une royauté? Voilà, comment vous voyez le... Là, je pense que dans One Piece, comme on l'a dit, il y a beaucoup de références. L'œuvre parle beaucoup, je pense, à ceux et celles qui lisent le manga, parce qu'elle s'appuie aussi sur des références culturelles qui existent déjà, en fait. Les pirates, par exemple, leurs noms sont des noms qui ont déjà existé, qui ont été portés par des pirates, mais tu as aussi des références à Eminem, à Michael Jackson, à Miyazaki, etc. Enfin, vraiment, Eiichiro Oda va piocher dans des choses qui existent déjà chez nous. Et cette histoire de roi des pirates, moi, c'est comme ça que je la vois. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans le rap, où le défi personnel d'être le meilleur, d'être en concurrence avec les autres. Enfin, il y a vraiment comme ça un côté un peu égo-trip, mais qui ne remet pas en question cette idée de libération générale. On n'est pas libre si les autres ne le sont pas. Là, le manga n'est pas fini, donc on verra bien ce que c'est finalement ce One Piece. Mais je fais l'hypothèse, et je crois qu'on est nombreux à le faire ici, que en fait, le One Piece, ça va être la libération pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire, c'est pas vrai qu'il y aura un roi des pirates. Enfin, je crois pas. Bon, j'avoue, si c'est ça, si vraiment il y a un roi et que vraiment... mais je pense que ça va être quelque chose de très général, c'est ça, en fait. Mais toi-même, tu l'as détourné déjà dans ton livre, dans l'introduction, à la fin, la phrase où tu dis le roi des pirates est une reine et ça sera nous. Exactement. C'est-à-dire que moi-même, je suis repassée par cette reine, le côté un peu beau gosse féministe, en fait. Mais effectivement, c'est le roi des pirates est une reine, ce sera nous. C'est ce côté un peu égo-trip. Et on a besoin de leaders aussi, on a besoin d'incarner aussi, d'avoir des personnes qui incarnent des luttes, qui incarnent des causes. Bon, là, typiquement, c'est Luffy. Voilà. Encore une fois, on verra bien ce que c'est ce One Piece. Mais... On va terminer cet échange où je rappelle donc le livre de Fatima Wassak, parce que si on a fait toute cette vidéo, c'est aussi parce qu'il y a un livre que tu as écrit justement qui s'appelle Pour une écologie pirate, sous-titré Et nous serons libres, en référence notamment à One Piece. Donc là, tu vas parler plutôt d'écologie, mais des quartiers populaires aussi, de plein de choses politiques avec ce background One Piece qui apparaît dans le livre. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder et d'aller lire ce livre qui vient de paraître très récemment. Et juste, si je peux dire, si tu me permets, Someboy, dire qu'en fait, Joséphine a largement travaillé à cette journée. Je suis sûre qu'elle aurait eu plein de questions à poser, plein de réactions aussi pour dire qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'il y a des débats également à Verdragon autour de One Piece, autour de cette idée de liberté, libération. Voilà, donc voilà, je voulais en profiter pour saluer tout son travail. Voilà, donc merci beaucoup, parce que c'est quand même... Non, mais c'est de dire en fait l'esprit
créatif en fait que peut produire cette œuvre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Il y a un concert de One Piece. Moi, je dis au revoir à la caméra. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.